invention moderne, fantasme occidental, ou bien héritage oublié. Quelle que soit l'étiquette qu'on lui attribue, ce sabre possède une qualité indiscutable. Il reste avant tout un véritable sabre dont la fabrication et les finitions répondent à de réelles exigences. Bien sûr, il existe des ninjato gadgets bon marché, tout comme il existe des katanas bon marché. Mais sur le marché, nous trouvons des sabres ninjato de la même qualité supérieure, vraiment avec une magnifique définition, que tout type de katana de haute qualité. Et c'est le cas avec celui que j'ai devant moi, le Iga Ninjato de Katana Mart. Si tu veux en savoir plus, je te laisse le lien en description. C'est pour moi un excellent ninjato qui a la même qualité, la même finition, la même sensation de qualité, de martialité dans les mains qu'un véritable katana de qualité vraiment supérieure. Mais voilà, je te laisse tout ça dans la description. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux plus grandes questions qui tournent autour de ce sabre. Mais avant ça, voyons ensemble les différences, les particularités qui séparent le ninjato et le plus célèbre des sabres, le katana. Le ninjato et le katana ont certaines particularités identiques et d'autres qui sont totalement différentes. Pour ça, on va le comparer avec le Musashi Kumamoto Yaito, qui est également de la marque Katana Mart. On va les mettre à côté et on va voir les différences. La première qui nous saute aux yeux, c'est la tsuba. Plutôt ronde du côté du katana, tsuba qu'on appelle marugata, ronde, élégante, raffinée, décorée, contrairement à celle du ninjato, qui est carrée, sobre, noire, brute. Ce type de tsuba se nomme Irakakugata, appelé aussi Hokei Tsuba. Alors sur le sabre de Katana Mart, nous avons la célèbre tsuba de Miyamoto Musashi, qui est une Naga Marugata, nommée aussi Namako Tsukashika. Pourquoi cette différence de tsuba entre les deux? Eh bien parce que le samouraï n'a pas le même lien avec son sabre. Le samouraï est lié à vie avec son katana. Donc, il va y mettre de l'argent. Les samouraïs, des fois, selon la caste, selon le statut, peuvent avoir de l'argent et s'adresser à des forgerons de renom et coûter extrêmement cher à faire forger, etc. Le ninja, lui, c'est un outil. Pour lui, il n'a rien à voir avec son âme, il n'a rien à voir avec à être possédé toute sa vie, c'est un outil. Il le perd, c'est pas grave. Il le casse, c'est pas grave. S'il peut servir à être jeté, etc., il faut qu'il soit principalement utile et solide. Une tsuba comme celle de Miyamoto Musashi, qui est très vide à l'intérieur, est assez fragile, contrairement à une tsuba comme ça, très solide, où là, le ninja va pouvoir, hop, ici, et monter dessus, poser le pied, pouvoir gratter quelque chose, etc. Pour lui, ça lui pose pas de problème parce que c'est solide, résistant, c'est pas fait pour être beau. La tsuba carrée du ninjato a vraiment un intérêt stratégique dans ses missions. La seconde chose qui peut nous frapper comme différence, ça va être le saya. Le saya, c'est le fourreau. Plus ou moins long, plus ou moins de la même taille. Si nous prenons par exemple celui-ci, voilà, vous voyez que le fourreau est pas du tout de la même taille. Vous voyez, il y a vraiment une belle différence entre les deux. Et qui va être la même longueur que la lame du sabre. Pourquoi plus court? Pourquoi plus grand? Plus court pour pouvoir être pris, transporté dans des endroits exigus, courts, petits, où il va falloir se planquer, etc. On n'a pas besoin d'un grand fourreau. Les grands fourreaux vont être principalement utilisés, vous voyez, parce que si je mets, hop, si je le pose sur le côté, ici, boum, et si on vient là, vous voyez, il y a tout ça de place dans le fourreau. On va pouvoir y placer des documents secrets, des pièces volées, des documents volés, mais on va pouvoir aussi l'utiliser pour pouvoir mettre du contenu, voilà, de la limaille de fer, etc., pour pouvoir faire la technique du Mitsubushi, du jeter dans les yeux à travers le fourreau. Voilà pourquoi le fourreau est principalement plus grand que la lame pour pouvoir y planquer des choses. L'autre chose du fourreau qui va être différent, c'est le kojiri, la fin du fourreau. Plat principalement pour celui du samouraï, qu'on retrouve aussi des fois sur le ninjato, ici, vous voyez, et qui peut être aussi pointu, qu'on va appeler les kakuto saya ou les tateki saya. L'intérêt d'avoir le fourreau, le kojiri pointu, ça va être de pouvoir piquer au sol, gratter,
pouvoir bien le positionner pour pouvoir monter dessus, ou bien pour pouvoir faire des percussions douloureuses avec, ce qu'on appelle Saya no Uchi. Après, comme pour un katana, la laque sur le fourreau peut varier, même si principalement elle sera mate, sombre, sobre, et on va retrouver moins de variantes que pour les laques des saya de katana, kuro, shime, shishime, etc. Elle va être assez sobre pour éviter tout ce qui est brillance et fragilité. Le saya, plupart du temps en bois, peut également se retrouver à être en fer pour pouvoir résister, pour bloquer des lames, pour pouvoir percuter avec, quitte à casser même la lame ennemie. Comme on peut voir avec ce sabre, voilà, qui est celui de mon père, offert par mes grands-parents, qui a un fourreau en acier. Nous pouvons des fois avoir une différence aussi sur la sageo, la corde, qui va être beaucoup plus longue généralement pour le ninjato, pour différentes raisons. Soit pour pouvoir bien l'accrocher dans le dos, soit pour pouvoir l'utiliser pour monter quelque part, pour pouvoir le récupérer, pour pouvoir l'utiliser pour jeter le fourreau. Généralement, il est vraiment beaucoup plus long que le sageo du katana. Après, vous voyez, hop, sur celui-ci, alors ça c'est plutôt un ninjato de collection, de décoration, mais qui néanmoins garde certaines valeurs, certains principes du sabre traditionnel. Là, certains vont dire, oh, c'est gadget d'avoir une lame ici, alors qu'on retrouve des katanas traditionnels avec des lames planquées sur le côté. Donc il n'y a rien du tout de gadget. Effectivement, il est décoratif celui-ci, mais il est quand même de valeur intéressante pour certaines choses. Vous vous souvenez, je vous avais dit que le fourreau pouvait être beaucoup plus grand pour aussi pouvoir, vous voyez, planquer des choses, des petits instruments, des petites armes ici qu'on peut cacher et hop, ranger ici. Celui-ci appartient à mon père qui avait été offert par ses parents, donc par mes grands-parents. L'autre grande différence que nous retrouvons et qui fait vraiment la particularité de ce sabre, c'est le ha, la lame, la courbe du sabre. Courbé pour le katana, droite pour le ninjato, et une lame beaucoup plus courte qu'un katana standard. Si pour le katana, elle peut varier, mu, zari, kisaki zari, etc., celle du ninjato est toujours la même, droite, mu, zari. Zari, c'est la courbure, mu, c'est le même kanji que dans mukamae, mushin, qui veut dire 100. Donc muzari, sans courbure. La lame du ninjato est droite, parfaitement droite. Les raisons varient de pourquoi elle est droite. On va le voir plus tard dans l'histoire du Japon, mais pour le principe tactique, technique, certains vont dire que le katana c'est vraiment un sabre de combat et de défense pour le champ de bataille. On va bloquer, etc. On va avoir un conflit, un duel. Le ninjato est une arme d'assassinat pour tuer, pour être rapide, vif, court. On va pas chercher le combat, mais on va chercher à être en proximité, couper, percuter, piquer. Voilà, c'est plus une arme de tueur. C'est une arme pour tuer, pas pour forcément combattre. Si on va combattre, on va utiliser d'autres techniques, d'autres stratégies. On va utiliser la main gauche, on va venir en gyakute, etc. Mais on va pas chercher le duel avec un ninjato. On va chercher l'assassinat. Donc, comme je vous ai dit, voilà, des mouvements courts, des percussions, cacher sa lame pour pas être visible, pour pouvoir surprendre, des choses comme ça. Souvent, le ninjato n'a pas de gorge, comme on peut voir ici, comme sur le katana. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple à forger. On n'a pas le temps de forger une belle lame. On est là pour que ça soit efficace, rapide, simple à forger. Ce qui peut varier aussi, c'est le kisaki. Le kisaki diffère entre le katana et le ninjato, puisque les katanas ayant divers kisaki, kokisaki, shokisaki, etc., les ninjato ont souvent des kisaki qu'on appelle fukura kaleo. Très court pour pouvoir être vraiment comme un cutter coupé rapidement et facilement. Un autre sabre possède une lame droite popularisée par Satoshi, les Shikomizue, la canne sabre. Selon Hatsumi Masaaki, les ninjato se déclinaient en diverses formes et tailles. Là, nous avons vu, la lame est effectivement plus courte qu'un katana standard. Et nous allons aussi retrouver, comme celui-ci, voilà, avec une lame vraiment assez petite, qui est assez vieux celui-ci, il appartient à mon père, qui est assez rare, et qui a une lame beaucoup plus petite que par exemple ce ninjato de Iga Ninjato de Katana Mart. Ce qui peut varier aussi entre les ninjato, c'est la forme de la tsuba. Là on a une forme carrée,
mais on peut avoir aussi une forme comme celui-ci, rectangulaire, vous voyez. Voilà, on est sur deux formes différentes, carré et rectangulaire. Mais aussi, ce qui peut arriver, comme avec celui-ci, c'est que la position de la tsuba va changer. Vous voyez, on n'est pas du tout sur le même positionnement de tsuba. Donc ça peut varier, comme toujours, selon la mission, selon l'intérêt, l'utilisation. Après, nous sommes plus ou moins sur une lame plus ou moins de la même longueur. Mais juste le placement de la tsuba qui va varier, qui va faire un losange ici et un carré ici. Place maintenant à ce qui fait beaucoup de polémiques dans le monde des arts martiaux, qui fait parler, poser beaucoup de questions. Le ninjato a-t-il été réellement inventé par les ninjas? Est-ce une invention moderne ou bien un simple gadget né dans l'imaginaire hollywoodien? Avant de tenter de répondre à toutes ces questions, un petit rappel essentiel s'impose. Qu'est-ce qu'un ninja? Quand on évoque le ninja, l'imaginaire moderne pense aussitôt à un assassin vêtu de noir agissant dans l'obscurité de la nuit. Pourtant, celui qui se fait appeler ninja, ou bien shinobi, n'est ni une classe sociale ni un guerrier au sens classique du terme. L'origine des ninjas serait chinoise. Ce corps d'élite est cité pour la première fois dans le dernier chapitre du Suensu. Otomono Saito, au service du souverain Shotoku, est généralement considéré comme le tout premier ninja. Alors qu'est-ce qu'un ninja s'il est ni vraiment un assassin, ni vraiment un guerrier? Tout d'abord, il faut savoir que le terme ninja est relativement moderne, puisqu'il date de l'ère Meiji. Avant cela, et principalement durant l'ère Edo, le terme employé était shinobi. Il s'agit en réalité d'un spécialiste doté de capacités physiques et stratégiques ainsi que de compétences liées au combat. Il opère lors de missions clandestines ou secrètes, infiltration, espionnage, sabotage, collecte de renseignements et dans des contextes très spécifiques, assassinats ciblés. Leurs actions et opérations s'inscrivent dans le cadre d'un Japon féodal profondément instable, marqué par les guerres civiles, les luttes de pouvoir et les rivalités entre clans. Dans ce contexte, les shinobi ont joué un rôle discret mais déterminant dans certains épisodes majeurs de l'histoire politique et militaire du pays du soleil levant. Parmi ces ninjas, les groupes les plus connus proviennent des régions montagneuses d'Iga et de Koga. Des territoires propices à l'autonomie locale et à la dissimulation. Ceux d'Iga furent notamment célèbres pour avoir intégré le réseau de renseignement du gouvernement militaire de Tokugawa, chargé de surveiller les daimyos ainsi que la cour impériale. L'opposition moderne entre le ninja sournois et malveillant et le samouraï honorable et vertueux révèle avant tout d'une vision folklorique et simpliste moderne. Historiquement, le ninja n'est en rien l'antithèse du samouraï. Il n'était pas rare d'ailleurs que des samouraïs emploient des shinobi pour des missions exigeant discrétion, ruse et action indirecte, ni même que certains individus cumulent être ninja et samouraï. C'est notamment le cas du célèbre Hattori Enzo, qui servit Tokugawa Ieyasu comme garde du corps, et dont certains le considèrent plus samouraï que ninja, alors que d'autres plus ninja que samouraï. Cette ambiguïté est l'essence même du shinobi. Semer le doute, prétendre être quelque chose, brouiller les pistes. Agissant sous de multiples identités et classes sociales, paysans, moines, marchands, samouraïs ou serviteurs, les shinobi évoluaient constamment tout au long de l'histoire entre dissimulation et adaptation. Leurs actions, tout comme leur existence même, sont restées en grande partie enveloppées de mystères, à la frontière entre la réalité et le mythe.
Une ambiguïté qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours et qui participe à leur héritage. Malgré tout, il est quand même possible de trouver des traces de leur existence dans l'histoire du Japon. Par exemple, le terme shinobi apparaît dans le Taiheki rédigé durant l'ère Heian. On dispose également de documents attestant l'existence du Kogabushi Goju Sankei, les 53 familles shinobi de Koga, impliquées dans des conflits opposant le clan Rokaku à des rébellions locales entre 1489 et 1502. Nous retrouvons ici et là des traces des opérations menées par les ninjas dans divers textes, comme dans le Tamon-in Nikki, rédigé par le moine Enshun du temple Kofukujin, qui décrit une attaque incendiaire menée par des hommes du clan Diga contre un château le 6 novembre 1541. Plusieurs traités fondamentaux ont résisté au temps, tels que le Nimpiden, écrit par Hattori Enzo en 1560, le Basen Shukai, compilé par Fujibayashi Yasuke en 1676, ou bien encore le Shoninki, rédigé par Natori Masazumi en 1681. À eux trois, ils forment les documents clés du ninjutsu. Malgré tout cela, les preuves et récits historiques concernant les ninjas restent peu nombreux et souvent fragmentaires, contrairement aux samouraïs, dont les exploits sont abondamment documentés. Mais comme le souligne Masaaki Hatsumi, fondateur du Bujinkan et 34e descendant du clan Togakure-ryu, dans son ouvrage Ninjutsu, Histoire et Tradition, les activités des ninjas sont souvent occultées dans les textes historiques, avec une tendance à minimiser leur importance, pour ne pas faire de l'ombre aux nobles samouraïs et à leurs actes héroïques. Le ninja, au milieu de ses versions idéalisées ou caricaturales, demeure une figure historique bien réelle, définie non par une classe sociale, ni même par une arme particulière, ou bien par une fonction. Le ninja agit là où la guerre conventionnelle, les codes établis, atteignent leurs limites. Espions, éclaireurs, saboteurs, agents de renseignement ou assassins, les ninjas, les shinobi, opéraient dans l'ombre, tout en cultivant le mythe qui gravitait autour de leur existence. Mi-homme, mi-légende, mi-guerrier, mi-paysan. Les kanji, qui composent le terme ninja, révèlent mystérieusement ce qu'ils sont. On va commencer par le second kanji, de ninja. Ja, sha, comme dans geisha, qui veut dire la personne. Le premier kanji, nin, est composé à lui seul de deux kanji. La première partie, ha, la lame, deuxième, kokoro, le cœur. On peut traduire ça par celui qui est capable d'endurer la piqûre du sabre sur son cœur. Et cela fait écho à l'endurance. Le ninja est alors celui qui est capable de tout endurer. On peut également y voir une seconde définition. Celui qui est capable de mettre son cœur avant sa lame, d'avoir une maîtrise de soi, une maîtrise de ses émotions. Prenant en compte ce que représentent ces kanji, le ninja est celui qui peut tout endurer avec discernement et maîtrise de soi. Qu'on les appelle shinobi ou ninja, ils ont existé sans jamais véritablement apparaître, présents sans être visibles, essentiels sans être glorifiés, attachés à aucun code, à aucune attitude, ni à aucune tenue standardisée. Possédant 1000 visages, leur art était celui de l'adaptation et de la persévérance. Tirer parti de tout ce qui se présentait, façonner les circonstances à leur avantage, altérer la réalité pour semer le doute et transformer le mythe en une réalité tangible. C'est dans cette même logique que s'inscrit le sabre ninja, miroir des shinobi, aujourd'hui enveloppé d'incertitude et de mystère, à l'image de ceux qui l'ont manié dans l'ombre. Ainsi, il est temps de répondre à certaines questions qui tournent autour de ce sabre. A-t-il été inventé par les ninjas? A-t-il même vraiment existé? Quand a-t-il été inventé? S'agit-il pas d'une simple invention du cinéma? Le ninjato demeure extrêmement discret dans les archives historiques. Pourtant, si on observe attentivement les indices laissés ici et là, certaines pistes apparaissent. Et tout commence par la lame, qui nous révèle qu'elle n'a pas été inventée par les ninjas. Pour comprendre cela, il faut remonter dans le temps. Le Japon est rentré dans l'âge de fer bien après ses voisins, la Chine et la Corée. Entre environ 300 avant Jésus-Christ et le 1er siècle de notre ère, la majorité des lames présentes sur le territoire japonais provenaient de Chine ou de Corée. Ces premiers sabres japonais étaient appelés Jokoto. Pour information, les sabres les plus couramment vus dans des collections, les musées, les enchères, sont des sabres qui proviennent de l'ère Edo, qu'on appelle les Shinto. Les sabres forgés de nos jours, comme nous pouvons retrouver sur Katana Mart, s'appellent les Gendaito, même terme que dans les Gendai Budo. Parmi les plus anciens sabres japonais, on retrouve les Shokuto, des sabres à lame droite, généralement plus courtes qu'un katana standard,
et dont la silhouette évoque immédiatement celle du ninjato tel qu'il est représenté aujourd'hui. Ces sabres, shokuto, étaient utilisés dès l'époque Yayoi et semblent dériver soit des sabres d'infanterie coréenne, qui sont des sabres classés Trésor national numéro 776 de la République de Corée, ou bien de certains modèles chinois à lame droite. L'usage des shokuto déclina progressivement au profit des sabres courbés à partir de l'époque Han. Mais pour être exact, au Japon, le sabre droit n'est pas exclusivement réservé aux ninjas, puisqu'il est aussi associé à une figure emblématique du Japon, le célèbre Fudo-myo. Divinité majeure du panthéon du Mikyo, une forme de bouddhisme ésotérique, Fudo-myo y est considéré comme le plus puissant des Godai-myo, les 5 grandes divinités protectrices. Perçu par beaucoup comme le saint patron des Budo, il est aussi une divinité importante pour les Yamabushi. Dans son iconographie, Fudo-myo est représenté tenant un sabre appelé Kurikaraken, une lame droite à double tranchant. En parlant de légende, le dieu Shinto des tempêtes, Susanoo, est lui aussi représenté avec une lame droite, nommée Kusanagi. Nous pouvons dorénavant répondre de manière sûre et négativement à la question « Est-ce une lame fabriquée, inventée par les ninjas ?» Pour la question « Est-ce une arme utilisée par les ninjas ?» il est difficile de dire non, et pour ça il faut comprendre quelque chose. Ces lames droites, comme nous les trouvons sur le ninjato, sont historiquement bien présentes et ont été largement utilisées au Japon. Des archéologues ont découvert de telles lames dans de nombreux sites, plusieurs siècles après leur utilisation. Alors, à l'époque des ninjas, dont certains situent leurs premières actions dès l'époque Heian, époque du déclin des shokuto, il était tout à fait possible pour eux de retrouver et de récupérer ces lames sur des champs de bataille, dans des dépôts ou abandonnés ici et là. Car il faut garder à l'esprit que la majorité des ninjas provenaient de milieux paysans ou de familles locales autonomes, notamment dans les régions d'Iga et de Koga. Vivant dans la discrétion, se faisant passer pour de simples paysans, opérant secrètement, cela aurait été alors totalement incohérent pour eux de se rendre chez un forgeron pour commander un sabre sur mesure. Il est donc reconnu qu'ils récupéraient d'anciennes armes ou des outils pour les adapter à leur mission. Dans ce contexte, il n'est pas impensable du tout que certains ninjas aient réutilisé de vieilles lames de type shokuto pour fabriquer leurs propres sabres, ou qu'ils les aient eux-mêmes forgés selon la technique simple et économique des shokuto, connue sous le nom de Kiri Atsukiri. À noter, la Nihon Bijutsu Token Honzo Kyokai, la Société pour la préservation des sabres japonais, un organisme officiel du gouvernement japonais pour la sauvegarde du patrimoine, du savoir et de la culture liée au sabre japonais, reconnaît officiellement la lame droite comme une des formes historiques du sabre japonais. Nous trouvons aussi, pour ceux qui sont contre que ce sabre ait été utilisé par les ninjas, comme argument que jamais un guerrier de l'ombre qui agissait dans la discrétion et l'anonymat n'aurait jamais utilisé un sabre aussi reconnaissable par peur d'être reconnu. Mais ces sabres n'a jamais été dit qu'ils étaient utilisés pour des missions d'infiltration. Évidemment, lorsqu'ils étaient sous couverture, en moine, en samouraï, en paysan, ils n'allaient pas se trimballer avec le sabre dans le dos et la tsubakare. Ils prenaient l'habit, le comportement total de leur couverture. Même sabre que les samouraïs, habit du paysan, habit du saltabanque, etc. Ce sabre était exclusivement utilisé pour des missions d'assaut, d'assassinat ou des missions à risque où la vie pouvait être en péril. Donc dire que le ninja n'a jamais utilisé un tel sabre, une telle lame, est aussi ridicule que de dire que le samouraï n'a jamais utilisé la yari. La yari, c'est une arme que vous pouvez retrouver sur Katanamar qui en propose une d'excellente qualité, j'en avais fait une vidéo sur la chaîne. Cette incertitude historique autour du sabre ninja a largement été amplifiée par sa représentation quasi systématique et désormais iconique du ninja portant un sabre droit dans le dos, à l'opposé de peu de preuves ou dessins historiques de ce type de ninja portant un tel sabre. Ainsi, pour certains, la conclusion est assez simple. Pas de ninjato dans les preuves historiques, beaucoup de ninjato au cinéma, égale, c'est une invention du cinéma. Et en parlant cinéma, prenons quelques instants pour parler ninjato au cinéma. Il est très courant d'entendre que le ninjato apparaît pour la première fois sur grand écran dans le film L'implacable ninja, sorti le 2 octobre 1980. Ce long métrage qui révéla au grand public le célèbre ninja hollywoodien Shokuzuki est souvent présenté comme l'origine de cette fameuse image du ninja au sabre dans le dos.
Et pourtant, cette affirmation est fausse. La première apparition d'un ninja armé d'un sabre droit dans le cinéma hollywoodien remonte en réalité à 1975 dans le film Tueur d'élite avec James Caan dans le rôle principal. Lors du combat final, plusieurs ninjas sont visibles et l'un d'eux manie clairement un sabre droit doté de la célèbre Tsubakare, indissociable du ninjato. Gimme, I'm gonna shoot him anyway. Mike. Don't, Who cares? please. De plus, l'image désormais emblématique du ninja portant son sabre dans le dos apparaît également avant 1981, avec le film La Fureur du Juste avec Chuck Norris, sorti le 8 août 1980. On peut également citer le film On ne vit que deux fois de la saga James Bond sorti en 1967, même si la vision du ninja est très éloignée du ninja traditionnel avec une version caricaturale, mais c'est important d'en signaler puisqu'en plus dedans, nous retrouvons comme chorégraphe des scènes d'arts martiaux Don Draeger, figure majeure des arts martiaux japonais en Occident, qui a également écrit un livre sur les ninjas, sorti en 1971 chez Lotus Press. Le ninja avait également fait des apparitions sur le petit écran, bien avant l'implacable ninja. On peut citer notamment la série américaine Kung Fu, où il apparaît dans l'épisode The Assassin du 4 octobre 1973. Ou bien encore dans la série Shogun, diffusée en septembre 1980. Malgré tout, ces productions n'ont pas eu le même impact que l'implacable ninja, qui lui, en revanche, est bien le point de départ du boom ninja des années 80. Ce succès ouvrira la voie à toute une vague de films populaires tels que American Ninja, What's this? Jackson, mess him up now! ou Prière pour un tueur, tous deux sortis en 1985, et qui contribueront à ancrer durablement dans l'imaginaire collectif la figure du ninja vêtu de noir, silencieux et armé de son sabre droit dans le dos. Nous retrouverons ce boom ninja également à la télé avec par exemple L'Homme au Katana de 1984, comprenant de nombreuses scènes de ninja. Nous vos disciples, hein. Nous avons quelque chose en commun, notre maître. Non, on n'a rien en commun, Okasa. Voyons un peu ce que le maître t'a appris. Ce boom s'étendit bien au-delà de l'écran. Produits dérivés, publicités, jouets arts martiaux ninja, tout participa à cette frénésie culturelle. La marque japonaise Kawasaki lança même en 1984 une moto baptisée Ninja. Preuve que l'imaginaire shinobi avait définitivement quitté le domaine de la fiction pour devenir un véritable objet de culture populaire mondiale. Mais le ninjato n'attendra pas le boom ninja pour apparaître dans les boutiques. Dès 1973, la Martial Arts Supply Company fait paraître une publication d'un ninjato dans le magazine Black Belt qui avait déjà consacré sa couverture de décembre 1966 avec la figure du ninja. Au Japon, des représentations de ninjas portant un sabre dans le dos sont visibles dès les années 1960, notamment dans la saga Shinobi no Mono de 1962, ou bien dans la série Onmitsu Kenshi de 1964, série qui sera diffusée hors Japon uniquement en Australie. Nous pouvons aussi les voir en 1965 dans le film La Guerre des Espions. Allez, petite info bonus.
Le célèbre samouraï des écrans, le Ronin des films, Toshiro Mifune a également joué le rôle d'un ninja dans le film Yagyu Bugeisho datant de 1957. Ainsi, nous pouvons clairement mettre à la poubelle l'idée que c'est l'implacable ninja qui a révélé ce sabre au cinéma. Ça, c'est fini, on enlève. C'est une idée reçue qu'on nous voyons régulièrement, même sur des sites spécialisés ninjutsu, sur des sites spécialisés sur l'histoire du ninjato, alors que c'est faux. Je suis désolé, vous oubliez, c'est une connerie. L'implacable ninja a été celui qui a été le tremplin du boom ninja, mais en aucun cas celui qui a révélé le ninjato. Mais attention, contrairement à ce qu'il est souvent dit, le ninjato n'a pas été inventé spécialement pour le film L'implacable ninja. Mais nous reviendrons plus en détail sur le ninja et le cinéma dans une prochaine vidéo. En attendant, petite info bonus. Kimura Itachinosuke est considéré comme le plus ancien ninja de fiction. Il apparaît dans le Juraku Monogatari, un kanazoshi de l'époque Kanei. Les kanazoshi sont un type de livre japonais produit principalement à Kyoto entre 1600 et 1680, dont leur particularité était de mélanger récits moraux, anecdotes historiques et fiction dans la même histoire. Cette visibilité médiatique croissante, combinée à l'absence de preuves archéologiques directes ou de descriptions techniques précises dans des documents médiévaux, constitue, comme nous l'avons vu, un argument sérieux en faveur de ceux qui ont l'idée que le ninjato, tel que nous l'imaginons aujourd'hui, est une pure construction moderne, popularisée par la fiction plutôt que par l'histoire. Alors oui, il y en a qui vont dire, on n'a pas de preuves historiques concrètes de ce sabre. Tout d'abord, gardez bien en tête que l'enseignement ninja, tout comme l'enseignement martial, qui est une partie qui est comme ça aussi, qui est transmise de manière secrète, iden, ou okugi. Okugi, c'est le même kanji que dans okuden. Il y a beaucoup de choses qui étaient transmises de manière secrète, cachée. Donc déjà, il y a peut-être des choses qu'on ne nous a pas révélées. Mais vous allez voir tout à l'heure, plus tard dans la vidéo, je vais vous révéler quelque chose qui est assez récent. Des choses ont pu être perdues, avec la mort d'une famille qui n'a pas eu d'héritier, etc. Il y a également des familles qui veulent peut-être garder pour eux encore certaines choses. Ça existe, vous allez voir. Mais il y a aussi, faut pas oublier, le Japon a reçu 2 bombes atomiques sur la figure et qui ont pu détruire des pièces précieuses cachées dans des maisons modestes de familles ninja. Takamatsu Sensei dira dans ses mémoires avoir perdu les authentiques parchemins du clan Kugi, détruits durant la Seconde Guerre mondiale, et qu'il a dû les refaire de mémoire et cela lui avait pris 4 ans. Cette forme de mystification tout autour du ninja fut perpétuée par les héritiers. Et Kawakami Sensei en est le parfait exemple. Dans des interviews, dans des documentaires, dans des reportages consacrés à la voix ninja et à Kawakami Sensei, on va pouvoir le retrouver en train de parler de tradition ninja, de ninpo, de principes utilisés par les ninjas au temps féodal. ご覧のように普通の日本刀とは少し形が違います。刀身が非常に短いというのも一つの特徴です。ただ日常的に忍びのものとして使っているものではないです。特に城攻めとかですね、戦闘状態を想定された時、そういう忍び刀と称するものを持っていた。Il va carrément montrer dans des vidéos comment les ninjas utilisaient le ninjato, en utilisant par exemple le saya pour se déplacer dans l'obscurité et dégainer très rapidement. Il va présenter comment on grimpe sur un mur avec le ninjato. Mais après, dans d'autres, il va revenir en arrière en disant « Non, mais de toute façon, ce que je présente, ce n'est qu'un art de cinéma, un art moderne, voilà, c'est de la culture, c'est un peu folklorique. » Pour retourner sur au départ, où il disait « C'est un art ninja traditionnel », il sème le doute. Le doute est toujours présent, la tradition ninja shinobi de mystifier, de semer cette embrouille est toujours bel et bien présente de nos jours. 忍者刀とか忍び刀とか言ったら別に忍者独特類のことでもないしですね、異風な体裁の Autre sujet de controverse pour ce sabre, son port dans le dos. Beaucoup vont dire que c'est une manière de le porter façon Hollywood et qu'il n'y a rien d'historique ou de concret. Pourtant, beaucoup de chercheurs de l'université de Mie, qui est reconnue pour être un berceau de la recherche ninja, reconnaissent qu'ils ont utilisé cette manière de porter le sabre. Tout le temps, systématiquement, non. De manière stratégique, occasionnelle pour certaines missions,
il est évident que oui, ils l'ont utilisé comme ça. Le ninja et le samouraï n'ont pas la même vision et attitude face au sabre. Pour le ninja, il est un outil et son port est adapté à la mission, au lieu et à d'autres facteurs. C'est un peu pareil pour les forces d'intervention avec leur holster. On a l'idée que le pistolet est toujours à la ceinture, mais son port, en réalité, varie. On peut le retrouver à la cuisse, on peut le retrouver à la poitrine, on peut le retrouver dans le dos. Il y a plein de manières. Cela va varier selon la mission, le contexte, tout plein de choses va changer le positionnement de l'holster. Tout pareil pour le ninjato. On retrouve même des photos de Hatsumi Sensei, figure emblématique du ninjutsu, avoir le sabre de cette manière. On retrouve le maître Takamatsu Sensei, le maître direct d'Hatsumi Sensei, en train de faire une sortie de sabre dans le dos. Alors dire que le ninjato n'a jamais été porté dans le dos est ridicule, alors que même certains bushi portaient leur sabre dans le dos, notamment des nodashi. Un débat similaire, vrai, faux, non, oui, existe avec la tenue ninja, nommée Shinobi Shozoku. Certains vont dire que c'est une pure invention moderne, alors que nous avons des documents qui cassent cette idée reçue. Des estampes représentant des ninjas vêtus de noir existent bien avant leur apparition au cinéma. On peut évidemment citer les œuvres de Hokusai de 1817. Nous pouvons voir aussi de grandes figures de l'art du ninja porter une Shinobi Shozoku, comme par exemple Fujita Seiko, Yumi Onawa ou bien encore Hatsumi Masaki. Mais revenons à notre fameux sabre, le ninjato, qui aurait fait couler plus d'encre que de sang selon certaines personnes. Une autre idée reçue qu'on a sur lui, c'est que c'est une arme de fiction. Pour certaines personnes, il est simplement une arme de cinéma. Pourtant, on le retrouve dans de nombreux livres de référence dans le domaine du ninjutsu et des ninjas. Par exemple, en 1970, dans le livre d'Andrew Adams, page 79, qu'est-ce que je vois là? Un ninjato. Bien avant le boom ninja. Bien avant l'implacable ninja, bien avant Kung Fu, etc. On retrouve dans un livre de référence où il y a beaucoup d'images avec Hatsumi, notamment en Shinobi Shozoku, en tenue ninja, mais c'est pas que le seul livre. Nous pouvons aussi voir le célèbre Fujita Seiko en tenue ninja et ninjato à la ceinture dans son livre écrit en 1958. Fujita Seiko, 14e héritier de l'école Koga de ninjutsu. Durant la seconde guerre sino-japonaise, Fujita Seiko se rendit dans les territoires occupés, mettant à profit ses compétences ninja au service du Japon pour ouvrir des coffres-forts et déchiffrer des codes. Son expertise en ninjutsu fit de lui un agent clé souvent envoyé en Chine pour des missions urgentes et dangereuses. Durant la Seconde Guerre mondiale, il enseigna à l'école Nagano, formant les forces spéciales et agents secrets aux tactiques de guérilla et à la guerre psychologique. Il existe évidemment d'autres livres montrant ce célèbre ninjato. Le Koga-ryu Ninja Arts de 1963, le Ninjutsu Sonoreki Shito Ninja de 1963, dans le livre Ninja illustré pour les enfants de Hatsumi Masaki de 1964. Ce qui est étrange avec Hatsumi Sensei, c'est que malgré son statut de légende ou de demi-dieu dans le Bujinkan, attention, c'est pas une critique, j'aime la relation qu'ils ont et le respect vis-à-vis de leur maître, c'est pas ça. C'est que, malgré son statut, il y en a, et ça parmi même ses élèves, qui vont critiquer l'existence du ninjato, qui vont dire que c'est pas vrai, c'est pas une vraie arme ninja, qu'il faut pas l'utiliser, etc. Alors que leur maître a écrit des livres, dès les années 60, où on retrouve le ninjato, comment l'utiliser, etc. Certains vont dire, oui, mais il était jeune, il a fait des erreurs. Des erreurs? Alors qu'il est l'héritier de Takamatsu Sensei, lui-même héritier d'une école ninja par son oncle Toda Masamitsu, ninja du clan Toda. C'est par lui que Takamatsu Sensei apprendra le Ninpo Togakure-ryu, le Kopo-jutsu, le Koto-ryu, le Gokyo-ryu, école léguée à sa mort à Hatsumi Sensei. Et en plus, dans les années 60, il en parle, et dans ces deux derniers livres, sortis en 2024, qui sont considérés comme parmi les meilleurs du maître Hatsumi Sensei, on retrouve à plusieurs fois, plusieurs reprises, le ninjato, voilà, avec le terme ninjato, ou même shinobi katana. On retrouve également des dessins du maître Takamatsu avec le ninja, avec son sabre dans le dos. On retrouve tout plein
Voilà. Ici, Ninjato, le sabre ninja et la voie martiale. On retrouve plein de fois le Ninjato dans ces deux livres qui sont considérés comme des références et parmi les meilleurs du maître Hatsumi Masaaki. Et il y en a qui vont encore, de nos jours, polémiquer sur l'existence du Ninjato, qui sont pour la plupart des élèves d'Hatsumi Sensei, qui sont en train de polémiquer sur Ninjato, pendant que ce temps-là, lui, il en parle dans des livres, dans des stages, on entend même des fois dans des vidéos dire Ninjato. 忍者とでね、これこう抜くだろ。これがとっても大事ね。 Est-ce pas un manque de respect vis-à-vis de leur maître? C'était juste une petite aparté et revenons sur les livres concernant le Ninjato. Nous le retrouvons dans les pages du Ninjutsu Oten de 1955, dans un article paru en 1952, mais il est également présent dans le Ninjutsu Gokui Idensho de 1917, ainsi que dans le Ninjutsu no Gokui de 1900, livre publié plus de 60 ans avant qu'il apparaisse sur les écrans. Sans oublier qu'il existe des photos fin des années 1950 de Yumio Nawa en tenue de ninja, Ninjato la ceinture. Il fut le maître de Masaki Ryu de Hatsumi Masaaki, qui fut l'un de ses premiers élèves avant de s'entraîner avec Takamatsu Sensei. Certes, ces éléments ne constituent pas une preuve irréfutable d'un usage féodal. Ils démontrent toutefois une chose essentielle. La preuve de son existence et de son utilisation en dehors du cinéma, et ce, bien avant le boom ninja des années 80, et notamment au sein de cercles sérieux liés au Ninpo et aux arts martiaux japonais. Et là, on va retrouver vis-à-vis du Ninjato un autre groupe d'individus, celui qui va considérer que ça n'a pas d'intérêt car c'est une arme moderne. À noter, certaines écoles de sabre ont été fondées dans les années 1950-1960, comme par exemple la Nakamura Ryuba-Todo, née en 1952. Ou encore du Seidokai Yeido, toutes deux créées bien après la fin de l'ère Edo. Pourtant, personne ne remet en question leur légitimité, leur sérieux ou bien leur valeur martiale, sous prétexte qu'elles ne seraient pas nées dans le Japon féodal. Alors pourquoi le maniement du Ninjato ne pourrait pas avoir le même respect? Il est moderne, ok. Il ne vient pas du Japon féodal, ok, mais je le respecte et il peut avoir totalement un maniement sérieux, des choses à nous apprendre, des choses à nous faire comprendre sur le maniement du sabre. Et encore une chose, on a la preuve du Ninjato dans des livres de 1900, c'est-à-dire qu'il date de bien avant, le temps d'arriver dans les livres, etc. L'aïkido est né en 1942. Et là, vous allez me dire quoi? L'aïkido, c'est de la merde parce qu'il n'est pas né au cœur de l'ère Sengoku? Eh bien, il va de même avec le Ninjato. On peut dire que c'est une arme moderne, si vous voulez. Mais on doit la respecter. Mais vous allez voir, on va vite dégager cette idée que c'est une arme moderne. L'art du shinobi. Se montrer là où on l'attend pour entretenir ce que l'on pense de lui, pour être vraiment visible là où on ne l'attend pas. Son sabre, c'est pareil. Si on cherche un livre de 1500 nommé L'art du Ninjato, on va rien trouver. On cherche des documents sur l'anatomie et la nomenclature du Ninjato de 1300, on va rien trouver. Alors, cherchons ailleurs. Des siècles, le Japon a consigné l'art des samouraïs par écrit. Leur manière de vivre, de combattre, fut des objets d'étude, d'analyse et de transmission. Des traités stratégiques aux manuels de combat, des chroniques militaires au recueil d'expériences de terrain, les guerriers japonais ont laissé derrière eux une très large littérature martiale. Certains de ces ouvrages sont devenus de nos jours célèbres. Le Heioka Densho de Yagu Monenori de 1632, le Gorin no Sho écrit par Miyamoto Musashi vers 1645, le Budo Shoshinshu vers 1630, et d'autres moins connus comme le Goyo Gunkan de 1616, le Shinsho Koki terminé en 1682, le Gunpo Jiushu de 1664, ou bien le Zoyo Monogatari, qui se traduit grosso modo par les récits des soldats ordinaires. Ce livre de 1683 va nous intéresser.
modèle sur papier washi est une pièce maîtresse, mais oubliée, peu connue, dans les archives du ninjato. Le Zoyo Monotogari serait attribué à Obata Kagenori et à Matsudaira Naobuki, 5e fils du daimyo Matsudaira. Considéré comme un document historique précieux du début de l'ère Edo, le Zoyo Monotogari servait de manuel d'entraînement au combat pour les samouraïs de Bara, les Ashigalo, leur fournissant conseils et stratégies pour survivre aux batailles. Le livre aborde des sujets essentiels tels que les attitudes sur les champs de bataille, les armes et même des conseils médicaux pour le combat. Il y a même une page qui est dédiée à expliquer comment retirer une flèche d'un œil en asseyant le blessé contre un arbre, en attachant avec une corde sa tête contre le tronc pour pas qu'il bouge, et comment retirer la flèche avec des pinces. Et dans ce livre, du coup, on retrouve de nombreuses estampes d'armes, d'armures, etc. Et si on regarde bien, il y a quelque chose de très intéressant et je pense que vous voyez où je veux en venir. En parcourant les pages de ce livre d'époque, nous pouvons y voir les tenues et armes des Ashigalo. Et si nous observons bien, nous pouvons y voir des sabres droits, des shokuto. Et si nous sommes bien attentifs, nous pouvons voir sur une page un ninjato comme nous les connaissons aujourd'hui. Un sabre droit à la Tsubakare. Pour ceux qui considèrent la Tsubakare du ninjato comme une création moderne, cet ouvrage en réfute clairement l'idée. Par ailleurs, ce livre n'est pas la seule preuve d'une Tsubakare utilisée dans le Japon féodal. Des ouvrages dédiés au Tsuba y présentent ces fameux Okei Tsuba, et même des musées tels que le Metropolitan Museum de New York possèdent des Tsubakare du Japon féodal. Selon certaines sources, cette forme de Tsuba, Okei Tsuba, était certes utilisée par les ninjas, mais également par les Yakuza. Un sabre droit, une Tsubakare, dans un livre de 1683. Il est une pièce clé, un élément irréfutable pour dire que le ninjato existe bien avant les années 1900. Une preuve que ce sabre a été utilisé, que ce sabre a été pensé, que ce sabre se retrouve dans l'ère Edo, dans l'époque féodale du Japon. Alors certains vont me dire, oui mais c'est pas dans une estampe ninja qu'on retrouve ce sabre. Mais il n'a jamais été dit que ce sabre est 100% made in ninja. Le shuriken en est un parfait exemple. Aujourd'hui, largement associé comme arme typique du shinobi, le shuriken n'a pourtant jamais été exclusivement employé par ces guerriers de l'ombre. De nombreux bushi maîtrisaient l'art du jet du shuriken. Miyamoto Musashi lui-même pratiquait cet art. Kenshin Aruse, maître de l'école Negishi Ryu de Shuriken Jutsu, publia en 1981 l'ouvrage Shuriken, dans lequel il consacre 2 chapitres entiers à Miyamoto Musashi et à sa manière d'utiliser le shuriken. Mais ce ninjato, placé là, dans ce livre, n'est pas non plus une preuve que ce sabre n'est pas une invention purement ninja. Car il faut se rappeler d'une chose. Le ninja, le shinobi, est l'art de mystifier, semer le doute, briser la frontière entre la réalité et le mythe. Alors qui nous dit qu'il n'a pas été placé volontairement ici, dans ces pages, pour semer le doute, troubler, perturber, être là pour dire « je suis présent » sans être vraiment visible. Alors certains vont me dire « oui mais t'as pas la preuve que c'est un ninja qui l'a dessiné ». T'as pas la preuve non plus du contraire de ce que je dis. Par contre, on va bientôt voir dans la vidéo que ma théorie tient debout grâce à une nouvelle découverte qui a été faite récemment sur les ninjas. Le ninjato, aussi emblématique que mystérieux, semble à l'image de ceux qui l'auraient porté, que cela soit dans le dos ou non. Pour celui qui le veut, ce sabre vient du cinéma d'Hollywood. Pour celui qui cherche, il est présent dès 1900. Et pour ceux qui cherchent vraiment, il se laisse entrevoir, fragmenté, diffus, disséminé ici et là dans l'histoire. Jamais frontalement, jamais de façon définitive. Mais une chose est sûre, tout n'a pas été encore révélé. L'histoire du ninja et de ses armes reste un champ de recherche vivant, en constante évolution, où les certitudes d'hier peuvent être nuancées, voire remises en question par les découvertes de demain. Ces dernières années ont d'ailleurs vu émerger la donation de plusieurs documents majeurs issus de collections familiales longtemps restées inaccessibles et secrets. Parmi elles, la découverte en décembre 2025 du Seiryoki, une chronique attribuée à Mizuya, originaire de la province d'Iyo, relatant l'histoire de son ancêtre, le seigneur de guerre Sengoku Kiyoyoshi, au début de l'époque d'Edo. Ce texte contient un passage évoquant clairement l'action de ninja. Un document gardé secret dans une famille héritière ninja récemment porté à l'attention du chercheur Yuji Yamada, professeur d'histoire religieuse du Japon ancien
et spécialiste reconnu des ninjas à la faculté des lettres de l'université de Mie. En septembre 2025, un document ancien conservé par les descendants du clan Ohara, branche des ninjas de Koga actifs du Moyen-Âge, a été remis au département de recherche sur les ninjas de la ville de Koga. Ce manuscrit contient des informations précieuses sur des actions menées en 1682, offrant un éclairage inédit sur les activités des réseaux shinobi. Akihiro Iwata, conservateur en chef du musée d'histoire naturelle de la préfecture de Saitama et spécialiste des ninjas, s'est dit très surpris en découvrant de nouveaux documents donnés par une famille en 2022. Je n'avais jamais lu auparavant de livre mentionnant la collaboration entre les ninjas et les Ezashi. Les Ezashi sont des personnes chargées de dessiner, illustrer ou consigner visuellement des informations. Principalement connus pour être illustrateurs de chroniques et dessinateurs militaires. Plans, positions, équipements, fortifications. Cette découverte récente entre les ninjas et les Ezashi laisse une porte ouverte à ce que je disais tout à l'heure avec le Zoyo Monogatari. Ils sont dessinateurs militaires en lien avec les ninjas. Donc, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, que pourquoi ce sabre est là, posé comme ça sur cette page, ça pourrait s'expliquer avec ce lien découvert récemment. Et si certains documents que nous possédons aujourd'hui avaient été modifiés, orientés, ajustés? Et si le positionnement d'un ninjato dans le Zoyo Monogatari était dû à un ninja? Depuis tant d'années, toutes les recherches faites sur les shinobi, les ninjas, ne livrent jamais toutes les réponses, mais elles rappellent une chose essentielle. L'histoire du ninja n'est pas close. Elle continue de se construire lentement, patiemment, à mesure que les archives s'ouvrent et que les zones d'ombre se réduisent, sans jamais disparaître complètement. Car comme le dit le proverbe japonais, l'histoire est une brume. Plus on avance, plus elle révèle ses montagnes cachées. Vous vous en doutez, je ne fais pas partie du clan de ceux qui réduisent cette arme à un simple gadget du cinéma. Je ne fais pas partie non plus du clan de ceux qui pensent que c'est une arme de 1900. Pour moi, le ninjato a toujours fait partie du ninja. L'a-t-il porté dans le dos tout le temps? Non. L'a-t-il porté parfois dans le dos? J'en suis convaincu. L'a-t-il mystifié? L'a-t-il volontairement mis de côté? Montré de temps en temps? Pas plus que ça? J'en suis convaincu. C'est ça tout l'art du ninja. Mystifier, cacher, tromper, déstabiliser, troubler, mettre la réalité dans la fiction dans la réalité. Tout ça n'est que art du shinobi. Donc pour moi, oui, j'ai un total respect pour le ninjato. Pour moi, le ninjato est une arme aussi valable que le katana. On a peut-être moins d'histoire, moins de preuves de son histoire, de son évolution que le katana, mais il n'en reste pas moins une arme avec des valeurs, des principes, des choses à nous apprendre, une façon de bouger, de se mouvoir avec, qui est totalement différente. Avoir le sabre à la ceinture n'est pas la même chose que de l'avoir dans le dos. Donc pour moi, voilà, le ninjato a beaucoup de choses à nous apprendre. Il y a une belle pratique à faire. C'est très agréable de manipuler, de travailler le ninjato. Surtout en plus si on travaille le katana, le yaito, le kenjutsu, etc. C'est très intéressant de voir cette autre facette, un peu yin-yang, un peu la facette un peu cachée, un peu plus non conventionnelle. C'est pour moi une arme qui a tout mon respect. Comme vous avez pu le voir dans ce documentaire, il est loin d'être une arme hollywoodienne. Au-delà de ces détails techniques et historiques, ce qui me fascine dans cette arme, c'est avant tout sa symbolique. Avoir laissé assez de preuves pour être là, bien réel, et pourtant toujours source de débat quant à son existence. Mais soyons honnêtes, nous aimons le ninja tel qu'il est, tout comme son sabre. Enveloppé de mystère, traversé d'incertitudes, dissimulé derrière des ondes d'ombre. C'est précisément cela qui fait sa force et son aura. Chaque jour, son histoire se réécrit, oscillant entre faits établis et légendes, se nourrissant des découvertes, des silences des archives et des interprétations modernes. Et c'est cette capacité unique à exister tout en demeurant insaisissable qui rend le shinobi intemporel. Sans ce voile de mystère, il ne serait plus le ninja que nous continuons encore aujourd'hui à admirer. Il aurait peut-être été relégué aux oubliés de l'histoire. On peut débattre de son sabre,
contester ses traces, analyser ses archives. Mais une chose demeure, le shinobi n'a jamais eu besoin d'être pleinement visible pour marquer l'histoire.